Salut à tous les amis, c'est Icon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une affaire criminelle irrésolue, l'affaire du fantôme. C'est une affaire où on n'a jamais retrouvé le meurtrier, mais ça va même plus loin que ça, c'est qu'on ne sait même pas à quoi il ressemble, d'où son nom du fantôme. Donc sans plus attendre, on est parti pour se plonger dans l'enquête des meurtres au clair de lune de Texarkana. Cette affaire prend place au printemps 1946, à la frontière du Texas et de l'Arkansas, aux États-Unis. Ce tueur non identifié a frappé pas moins de 8 fois en l'espace de 10 semaines et est responsable de pas moins de 5 décès. Je vais commencer par vous raconter le détail de 4 de ces attaques. Le 22 février 1946, aux alentours de minuit, Jimmy Hollis, ayant 25 ans, et sa petite amie, Marie-Jeanne Larrey, âgée de 19 ans, ont été attaqués alors qu'ils se trouvaient dans leur voiture garée dans un endroit isolé. Le couple était garé à cet endroit depuis seulement une dizaine de minutes au moment où un homme a surgi à la portière du conducteur et a ébloui l'habitacle de la voiture avec une lampe de poche. Il a ensuite menacé le couple d'un pistolet et leur a ordonné de sortir du véhicule. Cet individu les a obligés à se dévêtir et il a ensuite frappé Jimmy Hollis à la tête, ce qui fait qu'il s'effondra directement au sol. Il tomba inconscient. Marie-Jeanne Larrey, elle, a été projetée au sol par l'agresseur et frappée violemment avec un objet métallique. Après cela, l'individu a commencé un jeu assez sadique en disant à sa victime de s'enfuir. Peu de temps après, l'agresseur réussit à rattraper la jeune femme qui la projette au sol et l'agresse avec son arme. Après cela, l'assaillant laisse la victime telle qu'elle, il ne l'a pas assassinée mais il prend la fuite. Le couple par la suite a été secouru puis hospitalisé pour prendre en charge les blessures, notamment de Jimmy Hollis. Il souffrait d'une triple fracture du crâne, et la jeune femme a témoigné à la police qu'elle ne savait pas du tout pourquoi son agresseur l'avait laissée en vie et s'était enfui. Ayant pu voir physiquement à quoi ressemblait son agresseur, elle en a fait une description à la police, et voici, selon ses dires, à quoi il ressemblait. Son visage était couvert d'une capuche blanche ou une sorte de masque. En tout cas, son visage n'était pas directement visible. L'individu mesurait environ 1,80 m, mais la jeune femme n'a pas pu vraiment décrire la couleur de peau de l'homme car il était assez largement vêtu et on ne voyait pas sa peau avec la lumière qu'il y avait à ce moment-là, c'est-à-dire aucune lumière parce qu'on était la nuit. Dans cette seconde attaque, Richard Griffin, ayant 29 ans, et sa petite amie Polly Ann Moore, âgée de 17 ans, ont été retrouvés décédés dans une voiture. Cette attaque a eu lieu le 24 mars 1946, dans le même secteur que la première attaque. Le corps de Richard Griffin a été retrouvé dans la voiture où il avait été atteint par 2 balles et une qui avait causé sa mort à l'arrière de sa tête. Sa petite amie avait également été assassinée par balle, mais contrairement à la première attaque, là les corps étaient totalement vêtus. La jeune femme avait été assassinée à l'extérieur de la voiture car on a retrouvé une couverture non loin de là, tachée de sang, ce qui laisse supposer que après avoir commis son crime, le tueur aurait replacé le corps dans la voiture. Il y avait vraiment très peu d'indices sur la scène de crime. Quelques traces de pneus, des traces de pas inexploitables parce qu'il avait plu ce jour-là, donc elles étaient masquées, une douille de calibre 7 qui semblait indiquer que l'arme utilisée était un Colt. Les premières suppositions des enquêteurs, c'est que c'est le vol qui serait le mobile du crime. Concernant cette attaque, 3 suspects ont été interrogés mais ont rapidement été relâchés, faute de preuves. À ce moment-là, on en est donc à une deuxième attaque. Un appel à témoins est donc lancé, offrant une récompense de 500 $ pour toute information utile transmise à la police. Betty Jo Booker, âgée de 15 ans, se rendait à Texarkana pour aller jouer du saxophone à la date du 13 avril 1946. Ce soir-là, elle était accompagnée par un de ses amis, Paul Martin, âgé de 16 ans. Ces deux jeunes gens n'ont jamais passé la nuit car ils ont été retrouvés très tôt le matin du 14 avril, de part et d'autre d'une route isolée. Leur corps était sans vie et il semblait que Paul Martin avait été tué de 4 balles dans le corps. De l'autre côté de la route, il y avait le corps sans vie de Betty Jo Booker qui, elle, avait été assassinée de 2 balles. Leur corps était également vêtu et sur la scène de crime, on va trouver un indice qui va faire écho à la seconde attaque, c'est que les douilles retrouvées sur les lieux semblent correspondre à la même arme utilisée pour cette seconde attaque. On peut donc en conclure à première vue que le tueur serait le même. Le soir du meurtre, les deux jeunes gens étaient en voiture et cette voiture a été retrouvée non pas à côté des corps mais 5 km plus loin, les clés toujours sur le contact. L'analyse des corps des victimes ont montré des signes de lutte, ce qui indiquait qu'ils avaient tenté de résister à leur agresseur. On en est donc à une troisième attaque de ce tueur pour le moment non identifié, donc les amis des victimes
sont interrogés, certains suspects ressortent, mais à chaque fois personne n'est inquiété, faute de preuves, ou sinon ils ont des alibis totalement solides. L'enquête stagne et quelque chose manque sur cette troisième scène de crime, c'est le saxophone de la jeune fille, car rappelez-vous elle devait aller jouer du saxophone à Texarkana. Donc les enquêteurs pensent dans un premier temps que l'agresseur s'est enfui avec cet instrument et du coup ils se renseignent dans les différents commerces de la région pour essayer de voir si cet agresseur ne l'aurait pas revendu, pour essayer enfin de l'identifier. Une nouvelle fois les enquêteurs font des appels à témoins et ils augmentent la récompense pour toute information utile qui pourrait faire avancer l'enquête. Cette récompense passe à 2200 $. Malheureusement, aucune information utile n'a été donnée, donc l'enquête continue de stagner pour le moment. Les enquêteurs font vraiment un travail acharné pour retrouver les responsables de ces crimes infâmes. Des dizaines et des dizaines de personnes sont entendues à ce sujet, mais rien ne fait avancer l'enquête. Ils enquêtent à chaque fois à 100 km à la ronde pour vraiment essayer d'avoir le moindre indice, mais à chaque fois sans succès. À la fin du mois d'avril, encore aucun suspect n'est réellement identifié vis-à-vis de ces affaires. Les enquêteurs, voulant maximiser leurs chances, décident encore une fois d'augmenter la récompense pour obtenir des informations. Elle passe cette fois-ci à 6425 $. Effectivement, les enquêteurs sont prêts à mettre les moyens pour retrouver le coupable de ces meurtres. Des mois plus tard, le 24 octobre, un fermier qui passait par là a retrouvé le saxophone de la jeune fille qui a été assassinée. Il était tout simplement une centaine de mètres du lieu du crime, un peu caché par des broussailles. Donc l'agresseur n'était pas du tout intéressé par cet objet. Le mobile reste encore une fois un mystère. Enfin, le 3 mai 1946, vers 21 h, un homme nommé Virgil Stark, âgé de 37 ans, et son épouse Kathy Stark, qui elle avait 36 ans, se trouvaient tranquillement dans leur ferme, non loin de la ville de Texarkana. Virgil Stark est assis tranquillement dans son fauteuil proche d'une fenêtre et il est directement abattu par surprise par deux coups de feu qui venaient de l'extérieur de la maison qui passent directement au travers de la fenêtre à côté de laquelle il se trouvait. Sa femme se précipite vers le téléphone pour appeler les secours, mais avant qu'elle n'atteigne le téléphone, elle est également atteinte à deux reprises au visage par des coups de feu venant de la même fenêtre par laquelle les premiers coups de feu ont tué son mari. Malgré les blessures graves qu'elle avait, Kathy Stark est encore en vie et elle entend son agresseur rentrer dans la ferme, visiter quelques pièces et repartir. Kathy arrive à aller chez des voisins pour être secourue, les voisins l'emmènent à l'hôpital, elle a vraiment des blessures très graves au visage. Les enquêteurs arrivent très rapidement sur les lieux, mais l'enquête, encore une fois, n'avance pas du tout. Déjà, les rapports des enquêteurs sont plutôt contradictoires. Certains disent que Virgil Stark a été retrouvé sur son fauteuil assis sans vie, d'autres qui disent qu'il était tombé sur le sol, donc voilà, il y a quelques petits éléments qui sont contradictoires, qui bloquent un petit peu l'enquête sur certains aspects. Comme pour les autres attaques, on va retrouver quelques indices sur les lieux du crime, mais vraiment très peu. On va retrouver des douilles, mais cette fois-ci, ce qui trouble un peu les enquêteurs, c'est que l'arme utilisée est différente de celle utilisée pour les précédentes attaques. Sur les précédentes attaques, on avait l'utilisation d'un pistolet Colt, et là on a l'utilisation d'un fusil, donc les enquêteurs ne sont pas forcément persuadés que cette attaque est également liée aux autres attaques et que du coup ce soit le même tueur. À part des douilles, on trouve une lampe de poche et des traces de pas ensanglantés qui parcourent un petit peu la maison. Il semblerait que le mobile de l'attaque ne soit pas le vol parce qu'il y avait des sommes d'argent assez importantes dans la maison qui n'ont pas été touchées. Donc on peut comprendre que les cibles de cette attaque c'était clairement Virgil Stark et son épouse. Après cette attaque, 12 suspects ont été identifiés, nombre qui a été ensuite réduit à 3, et un grand nombre de policiers, environ une cinquantaine, ont été affectés à cette enquête pour faire avancer les choses et que le tueur soit arrêté au plus vite. Le 9 mai, on a enfin les analyses de la lampe de poche qui avait été retrouvée et malheureusement on n'a trouvé aucune empreinte sur celle-ci, ce qui encore laisse les enquêteurs dans le trouble. À partir de ce moment-là, l'enquête a totalement stagné, il n'y a eu aucune avancée. L'augmentation du nombre de policiers sur l'enquête, la mobilisation de la presse ou l'augmentation de la récompense pour toute information, rien du tout n'a été utile pour faire avancer les choses. Donc on est vraiment face à un tueur fantôme. Bien sûr, au bout de cette quatrième attaque, des rumeurs ont commencé à parcourir la région. Certains disaient que c'était lui le tueur, d'autres disaient que c'était lui. Donc voilà, il y avait une sorte de terreur qui s'emparait de la ville. Pour vous dire, il y avait une sorte de couvre-feu officieux qui avait été imposé dans la région parce que les gens, à partir d'une certaine heure, quand la nuit commençait à tomber, ne sortaient plus de chez eux et ils cherchaient absolument à se protéger parce que les magasins qui vendaient des armes à feu, eux, ont eu des affaires très florissantes parce que beaucoup de gens se précipitaient dans leur établissement pour acheter des armes pour pouvoir se défendre derrière. Donc il y a vraiment eu un impact de ces attaques sur la population et surtout un impact économique. Ce sont les seules descriptions d'attaques que j'ai, les autres on n'a pas forcément autant de détails. Donc maintenant on va voir un petit peu quel était le profil du tueur selon des experts.
Déjà, dans un premier temps, on n'a que les personnes de la première attaque qui ont pu donner une description physique de l'homme parce qu'ils y ont survécu. Comme on l'a dit quand on a revu un peu la scène de crime de cette première attaque, l'homme semblait mesurer 1,80 m, il était fortement vêtu, on ne connaissait pas forcément sa couleur de peau, mais le détail qui est assez intriguant, c'est qu'il portait une sorte de masque, une sorte de cagoule, un sac, où il y avait des trous pour ses yeux, et ce tissu en tout cas était de couleur blanc. Kathy Stark, qui elle aussi a survécu à l'attaque de sa ferme, elle malheureusement était tellement dans un état grave qu'elle n'a pas pu apercevoir le physique du tueur. Si on prend l'ensemble de ces crimes, on ne sait pas en fait si le profil décrit par Jimmy Hollins et Mary Jane Larey, les victimes de la première attaque, et la tenue que le tueur portait pour commettre ces crimes, parce que les autres n'y ont pas survécu, donc on ne savait pas s'il était par exemple cagoulé devant eux ou non. Ce tueur fantôme s'attaquait principalement à des couples qui étaient isolés, et son arme de prédilection c'était un pistolet Colt. Selon l'étude des experts, ces attaques étaient toujours commises le week-end, la nuit, à 3 semaines d'intervalle. Les psychiatres qui se sont penchés sur le sujet ont essayé d'établir un profil psychologique de ce tueur. Ils ont dit que c'était un homme très intelligent, mais également très sadique, qui aurait un âge situé probablement entre 30 et 50 ans. Et justement, faisant preuve d'une grande intelligence, c'est un homme qui serait totalement capable d'avoir une double vie, c'est-à-dire sa vie de criminel, de tueur, et une vie de citoyen lambda qu'on ne soupçonnerait jamais. Il faut savoir qu'au cours de cette enquête, il n'y a pas moins de 400 personnes qui ont été suspectées d'être le tueur fantôme. Bien sûr, cette affaire étant irrésolue à l'heure actuelle, aucun n'ont été réellement accusés, ils ont tous été relâchés derrière. Mais il y a eu un suspect qui a un peu sorti du lot, qui s'appelle Huey Sweeney. Un policier avait remarqué la nuit d'un meurtre du tueur fantôme qu'un véhicule avait été dérobé, et le 29 juin 1946, une femme s'est présentée devant le véhicule, le policier l'a intercepté, et ensuite il a arrêté le compagnon de cette femme, Huey Sweeney. L'homme n'a rien du tout avoué, mais c'est sa femme, Peggy, la femme que le policier avait interceptée, qui va faire des révélations plutôt surprenantes. Elle dit clairement que son mari est le tueur. Elle donne d'ailleurs des détails assez troublants à la police sur le meurtre de Betty Jo Booker et Paul Martin. Huey Sweeney ne peut pas être arrêté immédiatement parce qu'il y a une loi qui dit qu'une épouse ne peut pas témoigner contre son mari. Il est donc simplement arrêté pour vol de voiture. Pendant qu'il était interrogé par rapport à ça, Huey Sweeney a apparemment avoué aux enquêteurs qu'il était impliqué dans des faits plus importants que le simple fait de voler des voitures. Son épouse Peggy, elle, continue de balancer son mari. Elle a aucun scrupule. Et si c'est lui, tant mieux. Elle dit qu'elle se trouvait sur une scène de crime, celle de Paul Martin et de Betty Jo Booker. Elle a indiqué où les corps des victimes avaient été abandonnés et où la voiture avait été laissée également. La voiture qui avait été retrouvée à 5 km. Et ce qui est assez troublant pour les policiers, c'est que effectivement sur la scène de crime, ils avaient retrouvé des empreintes de pas, des empreintes de femmes. Les proches de Huey Sweeney qui sont également interrogés, eux aussi, accusent Huey d'être l'auteur des crimes. Alors, si vraiment il s'en est vanté, que vraiment c'est lui, tu te dis d'accord. Mais si par contre il a rien fait, tu te dis t'as les pires amis du monde. Forcément, après toutes ces révélations, les policiers ont directement enquêté chez Huey Sweeney et ils ont trouvé des choses qui n'allaient pas dans son sens. Clairement. Ils ont trouvé une chemise qui portait une marque de blanchisserie au nom de Stark. Ça fait bizarrement écho au nom de Virgil et Kathy Stark. Dans la poche de cette chemise, on a trouvé une boîte d'allumettes totalement identique à des boîtes qu'on pouvait trouver chez Virgil et Kathy Stark. Rappelez-vous, le tueur, au moment de ce crime, avait fait un petit tour de la maison. Aurait-il pris une chemise et une boîte d'allumettes au passage? C'est pas impossible. En plus de ça, les policiers ont retrouvé chez Huey Sweeney les preuves qu'il possédait un Colt de calibre 7, mais Huey, le principal suspect, a confié qu'il l'avait perdu au jeu, donc qu'il n'était plus en sa possession. Comme je vous l'ai dit, la femme de Huey Sweeney, Peggy, balance plein d'aveux. Elle donne même des détails à la police sur les crimes que eux n'avaient pas, qu'ils ont vérifiés par la suite et qui se sont confirmés finalement. Donc au fur et à mesure de cette enquête, de l'interrogatoire de Huey Sweeney, on a l'impression qu'on se rapproche de la vérité. Sauf que on va avoir des petits couacs. À aucun moment, les empreintes de Huey Sweeney n'ont été relevées sur les scènes de crime. En plus de ça, Peggy Sweeney, sa femme, retire ses aveux. Elle dit qu'elle a totalement mitonné ce qu'elle avait dit à la police. Pour quelle raison, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Huey Sweeney, lui, n'a jamais avoué quoi que ce soit. Effectivement, il semblerait que lors du meurtre de Betty Jo Booker et de Paul Martins, le fameux meurtre dont Peggy donne plein de détails, eux ne se trouvaient pas du tout dans les parages. Et ça a été validé. Donc on peut se dire, mais comment ils ont eu autant d'informations? Peut-être qu'ils ont eu les informations dans la presse, hein. Ça c'est possible. Donc finalement, Huey Sweeney est relâché. Libre à vous en tout cas de vous faire votre avis. Moi je trouve quand même que c'est assez perturbant par rapport à tous les indices qu'on a eu, mais rien n'a permis en tout cas
de l'inculpé. Dites-moi en commentaire vous si vous pensez que c'est lui ou pas. Bien plus tard, entre 1999 et 2000, des proches des victimes ont reçu un appel anonyme de quelqu'un se présentant comme la fille de Yoel Sweeney qui s'excusait des atrocités commises par son père. Étrange parce qu'il paraît que cet homme n'a jamais eu de fille. Donc est-ce que c'est quelqu'un qui a fait un canular? Est-ce que c'était une fille cachée? Sur ça, le mystère reste entier, libre à vous de penser ce que vous voulez, mais personnellement, je suis assez curieux de connaître la vérité sur cette histoire. Donc Yoel Sweeney était le principal suspect, celui à qui on a pu rapprocher le maximum d'éléments l'incriminant, mais finalement il n'y avait donc rien. Bien sûr, il y a eu d'autres suspects envisagés. Effectivement, le 5 novembre 1948, en Arkansas, on a retrouvé le corps sans vie d'un certain Tennyson, qui était âgé de 18 ans. Il s'est donné la mort en s'empoisonnant, et il a laissé derrière lui une note confessant qu'il était l'auteur de tous ces crimes. Cet homme n'avait jamais été suspecté, donc il y a eu bien sûr analyse de ses empreintes par rapport à celles trouvées sur les scènes de crime, et ça ne correspondait pas du tout. En plus de ça, un de ses proches a dit qu'il jouait aux cartes avec lui lors d'une nuit où s'est produit un des meurtres. Cet homme avait des armes qui ont été également analysées, qui a été totalement sans rapport avec celles utilisées pendant les meurtres. Et en fait, le truc, c'est que la seule chose qui pouvait le relier au crime, c'était sa taille, c'est un homme assez grand, et le fait qu'il connaissait Betty Jo Booker, une des victimes. Mais c'est tout. Donc ce suspect a été rapidement écarté. Plus tôt, le 7 mai 1946, un homme roux a été suspecté. Apparemment, il aurait arrêté une automobiliste, l'aurait menacé avec une arme à feu. Il a demandé à l'automobiliste de le conduire à Henderson. Et pendant le trajet, il aurait confié avoir commis 5 meurtres. C'est-à-dire tuer 5 personnes, mais c'est le lieu qui va être intriguant, à Texarkana, là où se sont produits tous les crimes. Il aurait également cité des noms, notamment les noms de Paul Martin et Betty Jo Booker. Visiblement, c'est des noms qui ressortent quand même pas mal. L'automobiliste en a fait une description physique. C'était un homme roux, faisant une taille d'à peu près 1m80, âgé entre 27 et 28 ans, et il aurait apparemment une tenue militaire. Durant la même nuit, dans la ville de Lufkin, un résident d'une maison a vu un homme plutôt suspect rôder près de chez lui. Il l'a poursuivi, l'homme s'est enfui, mais il a été rattrapé par le résident. Il l'a donc questionné sur ce qu'il faisait là, et l'homme s'est défendu par de vagues explications et est ensuite parti. Le résident qui avait attrapé cet homme a dit qu'il mesurait environ 1m80, qu'il était roux et qu'il avait des vêtements de couleur kaki. Et c'est clairement la couleur qu'il y a généralement sur des habits militaires. Mais ce n'est pas tout, on a encore d'autres suspects potentiels. Effectivement, quelqu'un a été signalé en Oklahoma le 10 mai 1947 parce que cet homme qui a été signalé a pénétré dans une maison qui appartenait à une femme. Il a menacé cette femme en l'obligeant à lui donner de la nourriture, de l'argent, et pour la menacer, il a dit qu'il avait déjà tué d'autres personnes. Cet homme mesurait environ 1m80, il semblait être âgé dans une fourchette de 40-45 ans, il était blanc, il avait des cheveux foncés et mal rasés. Il menaçait la femme avec un couteau et portait des vêtements également de couleur kaki. Enfin, un dernier suspect potentiel, mais qui a été vite écarté, c'est un homme qui s'appelle Ralph Bowman. Cet homme, qui était un mitrailleur de l'US Air Force, âgé de 21 ans, s'est accusé le 23 mai 1946 d'être le tueur fantôme. Cet homme avait quitté l'armée parce qu'il avait certains problèmes mentaux, et il était persuadé d'être l'assassin et qu'il avait des sortes de phases de démence où il commettait des crimes parce qu'il ne se souvenait de rien. Il a rapidement été écarté et d'autres suspects se sont ensuite présentés. Là, on a un homme qui s'accuse tout seul, mais on va avoir au total quand même 9 personnes qui vont s'accuser d'être le tueur fantôme, mais ils ont tous été écartés parce qu'ils étaient uniquement en fait en recherche de notoriété, parce que forcément c'est une affaire qui a fait beaucoup parler, et du coup ils cherchaient à se faire de la pub, à devenir simplement connus, peu importe la manière. Après, par rapport aux différents suspects évoqués, on voit que les noms qui ressortent quand même quasiment tout le temps, ce sont les noms de Betty Jo Booker et de Paul Martin. Je n'étais pas là au moment des faits, j'étais pas né, mais je ne sais pas quelle a été la médiatisation de cette affaire, parce que moi mon avis sur ça c'est que je me dis que si c'est à partir de cette affaire qui a peut-être été très médiatisée qu'on a entendu parler de ce tueur fantôme, peut-être que c'est des noms que les gens ressortaient pour justement essayer de faire peur aux gens. Ce sont les dernières informations qu'on va avoir concernant le tueur fantôme. Depuis, il n'a pas récidivé, mais des théories subsistent. Peut-être que vous connaissez un tueur bien connu qui a également sévi aux États-Unis, un tueur en série qui s'appelle le tueur du Zodiac. C'est également un tueur qui n'a jamais été attrapé, et en fait je vous parle de lui maintenant parce qu'il y aurait certaines similitudes entre notre tueur fantôme et le tueur du Zodiac. D'ailleurs, peut-être que le tueur du Zodiac fera l'objet d'une prochaine vidéo. Ce tueur du Zodiac frappait en Californie dans les années 1960. J'ai trouvé sur un site internet point par point les similitudes que ces deux tueurs avaient. Déjà, les deux hommes portaient un costume avec un capuchon pour masquer leur visage. Les corps des victimes n'étaient jamais dissimulés, ils étaient toujours laissés à l'abandon. Les tueurs portent tous deux des bottes militaires. Chacun ont fait
5 victimes officielles. Les 2 affaires sont irrésolues, donc forcément si on ne connaît pas l'identité de l'un, on ne peut pas confirmer ou affirmer que l'autre est une personne différente. Les 2 individus, quand ils attaquaient des personnes qui se trouvaient dans leur voiture, les aveuglaient d'abord avec une lampe de poche. Les 2 tueurs frappaient principalement des couples d'amoureux, un homme et une femme. Vallejo, là où frappait le tueur du Zodiac, et Texarkana, là où frappait le tueur fantôme, avaient tous les deux une forte présence militaire. Autre aspect similaire, c'est qu'à un moment donné dans les crimes, le tueur a changé de mode opératoire. Pour le tueur fantôme, il s'attaquait à des couples isolés dans leur voiture, et ensuite il a changé, il a commencé à attaquer des gens dans une ferme sur leur propriété au fusil. Le tueur du Zodiac, lui, également s'attaquait à des couples isolés dans leur voiture, et à un moment donné, il a changé de cible, il s'est attaqué à un taxi. Bien sûr, tous ces éléments ne permettent pas de dire que les 2 tueurs sont une seule et même personne, mais c'est assez intriguant de voir ces points communs, comme quoi peut-être que le tueur du Zodiac qui a frappé après le tueur fantôme s'est peut-être inspiré un petit peu de lui. Je conclurai cette affaire par une autre série de meurtres plutôt étranges par rapport au tueur fantôme, c'est que l'été 1946, en Floride, à Fort Lauderdale, il y a eu également une série de meurtres où le tueur avait apparemment le même mode opératoire que le tueur fantôme. D'ailleurs, l'arme utilisée était également un pistolet Colt de calibre 7. Il y a eu au total 5 victimes et le tueur n'a jamais été identifié. Quelles étaient selon vous les cibles principales de ce tueur? Des couples d'amoureux. Et là également, cet endroit en Floride avait une forte présence militaire, ce qui commence à laisser circuler la rumeur que l'auteur de ces crimes, des crimes du tueur fantôme et peut-être même des crimes du tueur du Zodiac, mais ça on va le mettre à part pour le moment, était en fait l'œuvre d'un militaire qui faisait ses crimes en fonction de ses affectations militaires. En tout cas, à ce jour, le mystère demeure encore entier. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que le tueur était un soldat qui tuait au gré de ses affectations? Est-ce un individu qu'on n'a pas pu identifier? Est-ce que c'est Hewell Sweeney? Ou encore une toute autre personne? Je vous laisse me le dire dans l'espace commentaire, parce que cette affaire est vraiment des plus intrigantes. Bon les amis, on a fini pour cette petite enquête. On va clore le dossier du tueur fantôme de Texarkana, et peut-être qu'on ira voir le tueur du Zodiac pour la prochaine fois, parce que franchement c'est une affaire qui m'avait quand même beaucoup intéressé. On verra. Je sais pas pour vous, mais moi je suis vraiment un passionné des enquêtes criminelles, surtout les affaires irrésolues, parce qu'on a toujours ce mystère derrière de ne pas savoir qui c'est, donc on va dire ça laisse un peu libre cours à notre réflexion, à notre imagination. Après, parfois pour ce genre d'enquête, on peut aussi avoir des films qui vont prendre un parti vers un individu spécifique, mais bon, je trouve que c'est vachement intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez déjà cette affaire, peut-être que vous avez aussi entendu d'autres informations que moi j'ai citées dans cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!